14:04 Uhr. Ça commence. Bonjour et bienvenue pour le webinaire « Un tour d'horizon sur la médiation en Suisse et un partage d'expérience sur le travail en tant qu'ombudsman et personne de confiance » à l'occasion de la Journée internationale de la médiation 2020, organisée par la Fédération suisse des associations de médiation. Je suis très content de vous avoir parmi nous. Nous savons tous que les conflits laissent des traces entre les relations des parties et puis prennent un certain temps. Et alors, comment mieux anticiper, comment mieux travailler quand on est déjà dans une situation de conflit? C'est quelque chose sur lequel on va s'occuper cet après-midi. On va regarder quel est le rôle de la personne de confiance. Je vous prie de nous aiguiller un petit peu par vos questions. Il y a une petite box en bas pour les questions-réponses pendant le webinaire, de façon à ce qu'on puisse animer cette discussion avec nos intervenants comme bon il vous semble. Vous pouvez poser toutes les questions et on va tenter d'y répondre directement. Si jamais il y a quelque chose à quoi on ne peut pas répondre tout de suite, on répondra plus tard, ultérieurement par écrit. Mais en tout cas, je vous encourage vivement d'aider à ce que cet échange soit le plus intéressant et le plus vif possible. On va commencer par une présentation des parcours respectifs de M. Christophe Imhof et puis Mme Isabelle Logier, tous les deux médiateurs de la Chambre suisse de médiation commerciale et de la Fédération suisse des associations de médiation. On verra ensuite quel est le rôle de la médiation en entreprise et quel est le rôle de la personne de confiance. Et on aura l'opportunité aussi de faire un partage d'expérience avec leurs profils riches et variés dans différents espaces de la vie de l'entreprise. Et puis, je vous propose simplement d'interagir avec vos questions de façon à ce qu'on puisse couvrir un maximum de thèmes pendant cette heure qui nous est réservée ensemble. J'aimerais bien proposer à Isabelle Logier de commencer à se présenter. Il faudrait ouvrir le microphone encore. Merci et bonjour à tous. Je vais peut-être partager l'écran avec notre présentation que nous avons préparée, Christophe et moi. Et je vous remercie de cette opportunité de présenter la médiation en entreprise. Donc, notre parcours, en fait, la question que tu nous avais posée, Jean-Christophe, c'était qu'est-ce qui nous a amené à devenir médiateur en entreprise, hein? Eh bien, moi, aujourd'hui, je fais du coaching, je fais de la médiation, je suis personne de confiance en entreprise et formatrice. Et ce qui m'a amené à travailler en entreprise en tant que médiatrice, eh bien, c'est simplement mes 20 ans d'expérience en entreprise dans des milieux assez confrontants, et puis le fait d'être aussi confronté comme coach à certaines souffrances qui proviennent des conflits ou des mésententes ou de problèmes relationnels qui seraient faciles à gérer avec un tiers. Donc pour moi, je suis une fervente convaincue de l'utilité de la médiation et de l'intervention d'un tiers en entreprise, et je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Christophe, tu as la parole. Alors, pour répondre à cette question, donc mon parcours de médiateur depuis plus d'une dizaine d'années m'a amené à m'intéresser à tous les types de médiation. Pour commencer, d'abord la médiation commerciale internationale, de par ma casquette d'arbitre et un peu de conseil. Puis ensuite, dans le domaine plutôt civil de la famille et aussi de l'entreprise, depuis 7-8 ans, depuis que je suis associé de Victoria Verzano au sein d'Esprit d'Entente, où nous avons développé une activité importante de la médiation d'entreprise, plus particulièrement comme personne de confiance. Donc, nous sommes personnes de confiance externes d'un certain nombre d'entreprises en Suisse romande. Et puis, récemment, ça m'a amené à être médiateur externe au sein du Conseil de l'Europe
après une candidature posée, puis finalement le choix s'est porté sur ma personne, et ce qui m'a permis, j'y reviendrai là-dessus, de percevoir l'entreprise non plus de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, que j'expliquerai comment. Très bien. Peut-être qu'on pourrait entendre pourquoi la médiation en entreprise est si importante. On a commencé à entendre que vous avez tous les deux eu des expériences concrètes en entreprise. Pourquoi est-ce que c'est important de chercher à dénouer des situations conflictuelles par la voie de la médiation, surtout quand on est en entreprise? Alors, je vais prendre la parole, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous expliquer, en tout cas, partager mon expérience en entreprise. Hein. D'abord parce que les conflits internes, ils font partie vraiment de la vie de l'entreprise et qu'une entreprise, c'est un lieu qui est traversé de conflits, comme le reste de la société d'ailleurs, mais l'entreprise, c'est quand même un milieu avec un contexte tout à fait particulier, avec une hiérarchie, ou pas d'ailleurs, de moins en moins, avec en tout cas une organisation qui doit elle-même, en principe, permettre de résoudre les désaccords et les conflits et les frottements, mais qui peut aussi en générer. Ce qu'on voit, c'est que l'intervention d'un tiers, c'est un phénomène qui est relativement récent. En fait, non, des tiers sont toujours intervenus pour les questions un petit peu importantes ou pour les conflits d'actionnaires. Mais normalement, l'entreprise, c'est une organisation qui est faite pour s'auto-réguler et les ressources humaines ont un rôle à jouer. Il y a des moyens, en cas de conflit, il y a des médiations qui sont internes, qui sont externes, et puis des lieux où on peut discuter. On parle aussi de la machine à café pour résoudre les conflits, qui est un lieu tout à fait important. En fait, ce qu'on a constaté, en tout cas récemment, c'est que d'abord, c'est de la forte montée des risques psychosociaux partout dans les organisations avec un management moderne. Et puis le fait que les conflits sont souvent à l'origine, en fait, sont source de harcèlement et de souffrance au travail, et donc font partie des risques psychosociaux qui doivent être gérés et pris en charge. Et pour ça, des tiers, et notamment des médiateurs, mais pas seulement, sont tout à fait indiqués pour prévenir donc, ces risques de souffrance au travail, burn-out et autres grandes souffrances personnelles des personnes, des salariés. Est-ce que ce management à la moderne et Oui. se voulant bienveillant crée des nouveaux cas pour des conflits? Oui, on peut en reparler tout à l'heure, mais oui, pour moi, effectivement, dès lors qu'on est dans une organisation qui est assez traditionnelle, avec une autorité claire et un fonctionnement top-down où on vous dit exactement ce que vous devez faire, si vous entrez dans une organisation, que vous acceptez le mode de fonctionnement, en principe, il y a très peu de frottement entre les gens. Dès lors qu'on aplatit les organisations, qu'il y a moins de hiérarchie et que les gens travaillent en groupe projet, en équipe, où ils doivent se mettre d'accord constamment entre eux, où on a des organisations matricielles qui ne sont jamais claires, il faut bien le dire, qui sont claires en principe et en pratique extrêmement complexes. C'est extrêmement complexe de naviguer à l'intérieur. Eh bien, dès lors qu'on a ça, on a évidemment des sources de conflits qui se multiplient et donc des aptitudes relationnelles qui vont être de plus en plus importantes pour les salariés et aussi de la gestion des émotions, de comment on arrive à s'expliquer, comment on arrive à trouver des compromis. Donc, ce sont des qualités qui font partie aujourd'hui de ce qu'on demande dans une entreprise, mais qui ne sont pas toujours présentes, bien évidemment. Ça m'a interpellé parce que les mots en vogue actuellement, c'est l'holocratie, la sociocratie en entreprise, le leadership par le plus grand nombre et pas juste par une élite dans la structure de l'entreprise. Et c'est étonnant de voir que ça entraîne aussi des changements de comportement qu'apparemment un grand nombre de personnes et d'acteurs n'arrivent pas à bien vivre et qui créent des difficultés. Je ne sais pas si Christophe, tu voudrais rebondir là-dessus. Je mettrais le focus, alors peut-être par... Je ne t'entends plus. On ne t'entend plus?
On ne t'entend plus, Christophe. Vous m'entendez là? Oui. Ah, voilà, peut-être qu'il faut que je me rapproche, alors je suis trop loin du micro. Oui, il y a effectivement la problématique des risques psychosociaux qui aujourd'hui est mise en avant au sein des entreprises. Le SECO a mené une campagne, donc le secrétariat à l'économie a mené une campagne il y a quelques années sur la prévention et la gestion donc, des risques psychosociaux. Et puis au plan juridique, et ça a un impact aussi sur nos interventions, en tout cas nous on le voit à Esprit d'entente, sur l'obligation de toute entreprise de veiller non seulement à la santé physique, mais également psychique des collaborateurs. Et dans ce contexte, le tribunal fédéral a rendu une jurisprudence, une décision en mai 2012, si je ne me trompe pas, qui a mis l'accent sur la prévention et la gestion des risques et qui a introduit ce concept de personnes de confiance, qui a amené aussi, parfois sous l'impulsion de l'OCIRT à Genève, par exemple l'inspection du travail, à vérifier que les entreprises ont un mécanisme, et nous participons en tout cas à mettre en place des mécanismes tels que la médiation externe, voire éventuellement interne, ou le référent, donc la personne de confiance externe auquel tout collaborateur peut s'adresser. Merci Christophe. Je vais peut-être resituer ce que tu viens de dire parce que tu as bien expliqué ce qu'est la personne de confiance après. Mais il faut savoir que la régulation du lieu de travail, des conflits sur le lieu de travail, c'est assez connu dans les pays anglo-saxons, hein, le workplace mediation, et c'est un petit peu moins connu quand même en Suisse ou bien en France ou en Europe plus continentale. Hein. On connaît bien la médiation dans les conflits collectifs. Hein. On a toujours un médiateur qui arrive à un moment donné pour discuter entre les syndicats et la direction en France, par exemple. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est émergent en termes de prévention donc sur le lieu de travail. Et la Suisse, donc effectivement, elle a depuis longtemps, comme tous les pays européens, mis en place une législation qui exige de l'employeur de respecter l'intégrité morale et physique de ses salariés. Et je pense particulièrement au psychisme et à la santé mentale. Hein. C'est-à-dire qu'une organisation qui va nuire à la santé mentale, ou indirectement, évidemment, c'est jamais volontaire. Hein. Enfin, bon, c'est une organisation qui de par sa constitution et va être dommageable aux personnes et va leur engendrer des souffrances psychiques, cette organisation va être considérée comme responsable. Hein, et donc, depuis plusieurs années, et notamment des suicides dans des grandes entreprises il y a déjà quelques années, les entreprises mettent en place et ont l'obligation de mettre en place des dispositifs de prévention des risques psychosociaux. Et aujourd'hui, effectivement, il y a tout un arsenal juridique en Suisse hein, qui est particulier, puis que Christophe va vous parler. Mais je voudrais dire aussi que la médiation, souvent on considère ça comme une dernière tentative de trouver un accord avant d'aller devant un tribunal hein, pour un désaccord entre un salarié ou un conflit du travail. Et en réalité, la médiation, ça devrait être utilisé beaucoup plus comme outil de prévention. Et je crois que c'est le cas notamment avec la personne de confiance en Suisse. Voilà pour le contexte. J'arrête le contexte et je... Merci beaucoup d'avoir situé le rôle de la médiation en entreprise. Vous avez certainement entendu parler du médiateur des entreprises à la française. Est-ce que vous pouvez peut-être nous situer sur les différences du modèle suisse? Est-ce que c'est souhaitable d'avoir quelque chose de similaire ou est-ce que ce n'est pas un modèle duquel il faudrait s'inspirer? Christophe, moi je pense que la Suisse et la France ne fonctionnent vraiment pas de la même façon. Donc, toute comparaison, je veux dire, ne peut rester qu'au stade de comparaison, que ce sont deux systèmes et deux sociétés qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs ni les mêmes dispositifs juridiques, ni les mêmes responsabilités. Bon, mais Christophe, peut-être que... Disons que peut-être la similitude pourrait être vue dans le concept même ou la définition même de qu'est-ce qu'un médiateur, qu'est-ce qu'une personne de confiance.
un certain flou conceptuel hein, sur ce tiers, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et puis en lien avec les résistances, évidemment. Est-ce qu'on peut, on ose s'adresser à cette personne externe? J'y reviendrai dans un instant. Très bien. Oui. Passons au Et rôle. par ailleurs, il y a peut-être un rôle des syndicats et de tout le système de protection sociale hein, qui est un petit peu plus fort en France. Enfin, c'est Oui. nettement plus Tout à important fait. en France. Donc, la médiation, elle va être prise en charge par d'autres organismes que ce qu'on peut trouver en Suisse, finalement, de manière un peu plus C'est systémique. intéressant de regarder le Oui. système en Suisse alémanique qui est beaucoup plus fortement imprégné aussi par le Soziale Arbeitsrecht allemand, avec certains concepts qui sont pris là-bas. Et c'est d'autant plus intéressant que la jurisprudence suisse a inventé ce concept de l'obligation par l'employeur de mettre en place cette personne de confiance qui doit être indépendante de la hiérarchie de l'entreprise pour justement pas avoir ce Direktionsrecht, ne pas être soumis à ces contraintes-là. Donc, une évolution très intéressante depuis maintenant 8 ans. Dans le concret, Christophe, si tu nous parles sur le rôle de la personne de confiance en pratique, qu'est-ce qui a changé dans ces 8 ans depuis qu'il y a eu cet arrêt du tribunal fédéral? Alors, c'est un peu comme le développement de la médiation, je dirais, de mon point de vue, le succès est mitigé. Clairement, on distingue trois situations: des entreprises qui ne sont pas au courant de leurs obligations, de mettre en place un dispositif donc, dit de protection de la personnalité, des entreprises qui le font un peu sous la contrainte parce que l'inspection du travail est intervenue suite à des plaintes, voire des dénonciations et demande aux entreprises de se conformer à la loi. Et puis, il y a des entreprises où, soucieuses du bien-être de leurs collaborateurs et qui tiennent à le faire savoir, non seulement à l'interne, mais également à l'externe, dans le cadre de chartes d'entreprise, portent une attention particulière sur cette nécessité. Donc, on voit que petit à petit, il y a des développements un peu dans ces trois directions. La première étant de ne rien faire et d'attendre. C'est jamais le bon conseil, je pense, pour prévenir des conflits. Tu me parlais d'un aspect très intéressant, tout ce qui est charte équipe, charte entreprise, Memorandum of Understanding and Process, de façon à implémenter ces choses. Est-ce que ce sont beaucoup d'entreprises qui se sont déjà dotées de cet instrument, je dirais, de soft law, avec la création d'un espèce de contrat psychologique, si j'ose dire, mais qui influence profondément la culture aussi de l'entreprise? Alors, je pense qu'il faut examiner l'entreprise, sa taille. Et on voit que nous, dans les PME, finalement, cette idée de charte éthique, déontologique n'est pas forcément présente. Par contre, elle l'est très souvent dans des grandes entreprises et dont certaines sont cotées en bourse. Plus particulièrement, et ça c'est notre expérience avec ma collègue, on trouve ces chartes dans notamment des entreprises dans le domaine de la finance. Institutions bancaires, financières, aujourd'hui mettent en avant aussi ce cadre éthique interne et externe. Et puis aussi certaines dans la gestion du risque. De manière générale, mais en particulier, alors il y a le risque financier, il y a le risque propre à l'entreprise, dans son fonctionnement à l'extérieur, mais on ramène ça aussi quand même aux collaborateurs. Et comme disait le SECO dans une conférence, dans ce domaine-là, le capital, ce n'est pas seulement le capital monétaire, mais c'est le capital humain. Et qui doit être préservé et protégé. Qui compte, tout à fait. Et Très bien. on peut peut-être ajouter à ces chartes éthiques et déontologiques qui existent évidemment, oui, bien sûr, dans les institutions financières et toutes les institutions qui ont un code de déontologie qu'elles doivent appliquer. Mais on a aussi une obligation de la part du SECO, donc du secrétariat à l'économie suisse, de mettre en place un dispositif de gestion des conflits et de protection de la personnalité. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'il est rarement, enfin,
sauf dans les grosses entreprises qui sont vraiment bien outillées. Et c'est quand même quelque chose qui reste à faire dans la plupart des cas, hein, de manière un peu qui soit un petit peu détaillée et utile aux salariés. Et on a aussi le rôle des ressources humaines, hein, qui sont normalement, quand il y a un département ressources humaines, il est là pour aussi gérer ce type les problèmes relationnels, ou en tout cas tenter de les faciliter. Et là encore, c'est pas toujours, on n'a pas toujours la formation adéquate pour cela. Mais tout ça évolue. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ça dépend beaucoup de la taille et du stade de développement, de la maturité et la complexité de l'entreprise. Ça va être très différent dans une start-up que ça va l'être dans une PME ou alors dans une institution financière qui, elle, est régulée par la FINMA et a des obligations de transparence qui sont supérieures à la moyenne des entreprises. Oui, oui, ça peut être la FINMA, ça peut être un cabinet d'avocats aussi, enfin, dès lors qu'il y a des règles qui s'appliquent à tous les salariés. Selon vous, oui. selon vous, le driver, il est plutôt côté des conflits qui viennent de la façon dont l'entreprise est structurée, ou est-ce que c'est plutôt une prise de conscience qui vient du fait qu'aujourd'hui, on veut être plus durable, les objectifs de développement durable des Nations Unies, la 2030 Agenda, c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent. On a des entreprises qui se font certifier, par exemple le modèle de B Corp, donc les Benefit Corporations, et qui touche très profondément à la façon dont la gouvernance, la gestion des risques et aussi la relation employeur et employé sera traitée. Voilà, quel est le driver principal, ou c'est une multitude de facteurs qui mènent à ce changement de prise de conscience envers la nécessité de mettre en place des personnes de confiance? Je pense que les facteurs sont multiples. Elles sont, comme on l'a dit, vraiment liées à la nature de l'activité de l'entreprise, sa structure. Et cette prise de conscience, eh bien, elle est variable d'une entreprise à l'autre. Il y a une question là, mais comment convaincre les entreprises à mettre en place un dispositif de protection de la personnalité? C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de résistance. Certains se doutent de l'efficacité, de l'utilité, voire même de ces dispositifs. Il y a quand même certaines résistances dues peut-être à un manque de clarté sur, encore une fois, quel est le rôle de ce tiers, qu'est-ce qu'il fait. Et puis, en lien avec ça, je vois aussi qu'il y a, je crois, une question concernant les coûts. Alors, le tribunal fédéral, même s'il ne définit pas ce que c'est qu'une personne de confiance, que certains ont assimilé à un médiateur, dit que, quelle que soit l'entreprise, il faut prévoir un mécanisme. Et que, bien entendu, que le tribunal fédéral est conscient que tout le monde ne peut pas s'offrir un dispositif maison, mais qu'il y a des moyens en se regroupant à s'adresser à une institution ou une organisation, ou même une entreprise externe qui, sur appel, peut intervenir à des coûts moindres. Mais l'argument économique n'en est pas un. Mais il cache parfois, bien souvent, une peur en disant « mais si on vous retient comme personne de confiance, il va y avoir une avalanche de cas ». Ce qui est faux d'ailleurs. Mais en fait, je crois que l'argument économique, il est important au sens où, en fait, c'est assez. En Suisse, le droit du travail permet de se séparer assez facilement de quelqu'un qui ne convient plus ou qui va être en conflit avec d'autres. Donc, en fait, il y a une facilité de gestion qui fait qu'il est parfois plus simple de faire partir quelqu'un que de chercher un compromis et de l'aider à s'entendre avec ses collègues. Donc, il faut quand même être assez réaliste sur ce plan-là par rapport à la Suisse. Et donc, l'obligation qui est faite sur le plan légal d'avoir un dispositif de résolution des conflits et donc, d'une certaine manière, de protéger quand même la personnalité des personnes et de ne pas les mettre dans des situations de souffrance professionnelle. Cette obligation, je pense qu'elle est quand même le principal moteur, indépendamment du coût de la prestation qui est quand même extrêmement modéré. Donc, j'irai dans les freins, on a en fait, oui, ils ne voient pas très bien l'utilité, pas toujours. Et puis, l'autre chose, c'est le secret des affaires, qui est quand même
une préoccupation dans beaucoup de PME et qui va, voilà, sur lesquelles il convient de rassurer en fait les dirigeants, les personnes qui nous mandatent. Est-ce que j'ose vous demander concrètement ce qu'on peut s'imaginer quand on dit que c'est à coût très modéré? Peut-être qu'il y a des spectateurs qui seraient intéressés d'avoir une petite fourchette de ce qui les attend quand ils font appel à une prestation par une personne de confiance dans une telle situation. Quels sont les facteurs qui vont déterminer la hauteur du coût de cette prestation? Alors, la facturation ou les coûts varient d'une personne ou d'entité à une autre. Il y a le système de forfait à l'année qui donne droit à chaque entreprise un certain nombre d'interventions. Nous, nous, on facture à la prestation. Donc à l'intervention, ce qui finalement ne coûte pas très cher à l'entreprise parce qu'on dit statistiquement que l'intervention d'un tiers extérieur représente des situations à hauteur de 1% des collaborateurs, ce qui ne se vérifie pas, c'est encore moindre. Par contre, à côté de ça, il y a la mise en place d'un dispositif. Alors nous, on fait aussi cette partie-là du dispositif. On va s'asseoir autour d'une table avec les dirigeants de l'entreprise et voir de quelle manière ils souhaitent avoir ce dispositif, personne de confiance, médiateur externe, procédure de plainte interne ou externe pour harcèlement. Donc on discute cette mise en place. Là, l'activité est facturée. Et puis, il y a une activité annexe qui est la sensibilisation aux risques psychosociaux, qui parfois est demandée, ou une sensibilisation à la gestion des conflits, où là on intervient, alors cette fois plus comme formateur dans un cadre de prévention, parfois qui est ordonné par l'inspection du travail, qui disent voilà, il faut un mécanisme, mais également il faut que vos cadres soient sensibilisés et puis que les collaborateurs soient informés. Donc, vous verrez que de la petite présentation que je vais faire après, c'est la présentation qu'on fait aux entreprises sur qui on est. C'est important qu'ils sachent à qui ils ont affaire et qu'on existe. Tout à fait. Oui. Et alors, en ce qui me concerne, je suis complètement d'accord avec Christophe et j'interviens de la même manière. Moi, ce que je prends, c'est des frais de mise en place qui sont assez modérés, hein, et puis après un forfait par salarié qui va être annuel, et je facture en plus les prestations lorsqu'il y a besoin d'intervenir en entretien individuel ou en médiation ou en formation ou en sensibilisation, donc ou bien pour aider à mettre en place un dispositif. Enfin, il y a une partie qui est récurrente, qui est elle modérée, et après une partie qui est un petit peu à la carte, hein, sachant que pour les interventions, enfin les entretiens avec les salariés, ces entretiens devront être complètement confidentiels, et on garde, c'est très important de garder la confidentialité sur qui vient nous voir et de les protéger justement s'ils le souhaitent. Donc le nombre d'entretiens peut être limité à un montant maximal à partir duquel après on cherche d'autres solutions pour le salarié. Donc en fait la question du coût, enfin elle peut tout à fait, on peut très bien éviter une dérive des coûts, et c'est quelque chose qu'on prévoit dans les mandats tels qu'on les rédige avec les entreprises. Voilà. Je jette un coup d'œil dans notre box avec les questions et quelque chose qui est lié à ça. Quels conseils donnez-vous pour convaincre les PME à implémenter ce service? L'arrêté fédéral n'est pas perçu comme loi et les petites structures ont de la peine à trouver les ressources financières. Je pense qu'on a répondu en partie à cette question, en tout cas s'agissant des coûts. Après, comment convaincre? Eh bien, ça serait une démonstration par rapport au coût-bénéfice. J'entends les coûts que génère la souffrance au travail, hein, quelle qu'elle soit, ou les conflits au travail qui existent
Et des enquêtes qui ont été faites au niveau international le montrent très clairement que ça existe et ça a un coût non seulement pour l'entreprise en termes d'image, de mobilisation de ressources, en termes d'absentéisme, remplacement, etc., que pour les travailleurs eux-mêmes et notamment ceux qui se mettent en arrêt de travail, en arrêt maladie et les coûts que ça induit. Donc, un calcul assez rapide, et alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils sont conséquents et ils devraient amener les entreprises à cette prise de conscience que finalement, c'est tout bénéfice de pouvoir faire appel à ce type de structure pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, tant pour elle-même que pour les collaborateurs. Plus, c'est obligatoire quand même. Il faut quand même leur dire, c'est une obligation, même si on a un principe de proportionnalité qui est tout à fait suivi. Alors Oui. justement, Isabelle, Gabor nous demande à qui appartient-il d'informer les entreprises de leurs obligations? Les entreprises ont la responsabilité de s'informer de leurs droits et obligations. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a l'OCIRT, enfin, il y a l'inspection du travail qui est cantonale, elle. Bien sûr, oui, oui. Et puis, il y a des recommandations très claires sur le site du SECO. Extrêmement bien documenté, Oui. qui donne vraiment toute l'information. Et encore une fois, c'est ce que vient de dire Isabelle et ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, à partir du moment où un ou plusieurs collaborateurs se plaignent, voire qu'il y a une intervention de syndicats, ça va justement faire agir, amener l'entreprise à agir et à mettre en place un dispositif lorsqu'elle est rappelée à l'ordre. Et revoir son organisation interne. Et oui, si ce dispositif n'existe pas, c'est l'entreprise est responsable de ce qui s'est passé, que ce soit du harcèlement, un suicide, une perte d'emploi, un arrêt maladie, un burn-out. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment dans les entreprises. Donc, si l'entreprise ne veut pas être considérée comme responsable devant un tribunal, elle a quand même intérêt à mettre en place ce type de dispositif. Et dans ces hypothèses, c'est l'OCIRT qui assigne l'entreprise parce qu'elle a violé les droits des employés? Elle met en demeure les entreprises de se conformer aux dispositions légales, réglementaires en vigueur. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est elle qui intervient, exactement. Oui. Voilà. Peut-être que vous voulez passer à la présentation du dispositif. Oui, oui, juste, voilà, j'avais une intervention à faire. Effectivement, Isabelle a parlé de la législation libérale en matière de droit du travail. N'empêche que dans des problématiques pour harcèlement, alors ça c'est mon expérience en tant qu'enquêteur externe pour harcèlement, il faut rappeler que l'employeur ne peut pas licencier un collaborateur si celui-ci peut apporter la preuve de harcèlement d'une part et d'autre part que l'entreprise, l'employeur n'avait pas ou n'a pas mis en place un dispositif de protection de la personnalité. Donc, l'employeur ne peut pas dire d'un côté, vous êtes fautif, je vous licencie, et puis de l'autre, lui-même être en faute dans ses manquements à ses obligations de prévoir un tel mécanisme. N'est-ce pas aussi une attitude face au conflit? Parce que on peut s'imaginer la réponse, nous n'avons pas de conflit. C'est bien une question aussi. Beaucoup de patrons de PME, quand on les interpelle, avez-vous un conflit? Non, non, on a des problèmes. Mais... Non, c'est les Français qui ont des conflits, c'est bien connu. Non, mais c'est une blague, ça, il y en a partout. Il y en a partout des conflits, des accords. Les gens arrivent ou pas à se mettre d'accord de manière plus ou moins soft. Mais quand on dit quelqu'un qui ne convient plus à son poste, c'est... Voilà. Le conflit existe en entreprise. Alors, je n'ai pas ressorti les statistiques pour l'occasion, mais c'est quelque chose qu'on met en avant. Le conflit en entreprise existe. Il existe à tous les niveaux et il mobilise
d'importantes ressources qui pourraient être attribuées autrement pour le bon fonctionnement et au profit non seulement de l'entreprise, mais également de ses collaborateurs. Moi, j'ai Alors, entendu une enquête un petit peu ancienne, et pas en Suisse, mais qui disait que les managers passaient le tiers de leur temps à gérer les conflits entre leurs équipes. Enfin, oui, C'est ça. le tiers, vraiment. Parce qu'on va venir voir le chef parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est pas encore un conflit, mais c'est un conflit quand même. Donc, l'aptitude à arriver à se mettre d'accord sur quelque chose, sur des intérêts qui sont antagonistes, c'est une aptitude qui est essentielle en entreprise, mais qui est quand même extrêmement difficile à mettre en œuvre dans un contexte de stress, de pression économique, de compétition entre les personnes et entre les services. Donc, oui, bien sûr que les conflits sont là. Mais on peut revenir là-dessus après, hein, d'ailleurs. on peut observer une tendance dans certaines organisations qui mettent en place leur propre système de gestion des conflits. Par exemple, un système de médiation interne où des personnes sont formées chaque année justement à mieux pouvoir communiquer, à mieux pouvoir gérer des différends entre les équipes ou même entre leur équipe dirigeante, voire au conseil d'administration. Et on a, dans certaines organisations, ça s'appelle le service du ombudsman. Et ce serait intéressant d'avoir l'avis de Christophe là-dessus. Quelle est la différence, quel est l'avantage d'avoir un service spécialisé comme l'ombudsman ou d'avoir plutôt dans l'organisation un système de médiation où il y a plusieurs services qui ont des compétences de médiation pour améliorer justement cette transformation de culture aussi par la voie de la médiation? Alors, très clairement, l'ombudsman, contrairement au médiateur ou à la personne de confiance, formule des recommandations. Ça fait partie de son cahier des charges de rendre un rapport annuel en disant, ben voilà, en ce qui concerne la gestion des conflits, voilà l'activité qu'il y a eu et voilà ce qu'il en sort en termes de bonne gestion des ressources. Donc, il aura une activité, une intervention un peu plus directive que celle de faire en sorte que les personnes qui ont des problèmes sur le lieu de travail puissent trouver uniquement par elles-mêmes ou si possible par elles-mêmes une issue. Donc, c'est la grande différence de l'ombudsman comparé à la personne de confiance. Et alors, vu que tu as été nommé ombudsman, quels sont… Oui, mon qualificatif n'est pas ombudsman, médiateur externe, mais en même temps, dans le cahier des charges, il est indiqué que l'activité du médiateur est quand même d'agir dans la mesure du nécessaire en conciliation et éventuellement de faire des recommandations lors de la publication de son rapport annuel, ce qui brouille l'information sur son rôle et participe justement à ses résistances. Oui, mais alors finalement, ce tiers, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est vraiment est-ce qu'il est lié par la confidentialité? Il fait un rapport. Quel rapport? Et puis, il peut émettre des recommandations. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va jusqu'où dans ses recommandations? Donc, ça crée encore une fois un certain flou autour de la fonction. Sachant d'autant plus, et ça c'est la particularité du Conseil de l'Europe, c'est qu'au niveau réglementaire, bien qu'étant à Strasbourg, le Conseil fort de 2000 personnes, de 2000 agents, c'est ainsi qu'on les appelle, ne sont pas soumis au droit français, mais à la législation ou la règlement interne de l'organisation, qui, elle, possède un tribunal qui va se déterminer sur toutes les conflits de travail et les implications juridiques en application des règlements internes, et que, à ma lecture des textes que j'ai parcourus, ça fait peu de temps que je suis là, le médiateur aurait une sorte de rôle de conciliateur avant que le tribunal en question soit saisi. Donc vous voyez, il y a un certain enchevêtrement des rôles qui crée une certaine confusion, et aussi dans le traitement des demandes, où chaque fois il faut reclarifier le rôle de ce tiers. Qu'est-ce qu'il fait?
Qui est-il? Qu'en est-il de la confidentialité? Et quand on compare le médiateur auprès du Conseil de l'Europe et, disons, autres organisations supranationales, comme on en trouve beaucoup en région genevoise, hein, je regarde pratiquement toutes les organisations internationales ont des dispositifs comme ça, même des grandes ONG. Est-ce qu'il y a des différences dans la façon dont c'est organisé à l'international et puis, je dirais, au Conseil de l'Europe? Alors, au Conseil de l'Europe, donc, il y a 2 médiateurs, un homme, une femme. Donc, j'ai une collègue belge. On assure des permanences, c'est-à-dire qu'on se rend 3 jours par mois en alternance, donc 1 mois sur 2 chacun. On a un bureau à disposition, un peu en retrait, on va dire. On a des secrétaires qui traitent les demandes, qui nous les redirigent, et lors de nos permanences, on tient des séances de médiation. On est en lien avec les RH, on est en lien également avec ce qu'ils appellent le réseau bien-être. Et c'est là où je trouve que l'expérience est intéressante, c'est qu'il y a une réunion mensuelle à laquelle les médiateurs participent, soit en présentiel, soit par visioconférence lorsqu'on n'est pas les deux, parce que ça nous arrive parfois d'être les deux sur place. Et dans ce réseau bien-être, finalement, on prend le pouls de l'entreprise vu de l'interne. D'accord? Oui, merci, je reviendrai sur le... Excuse-moi, Voilà. J'essaie de rattraper, parce qu'on a fait un saut conceptuel. Là, on a sauté une étape, donc... Voilà. Je m'excuse. Voilà, ça y est. Donc, nous ne sommes pas agents, mais nous sommes indépendants, nous sommes externes tout en recevant à l'intérieur de l'entreprise. Et dans ce réseau bien-être, eh bien, des échanges se font sur l'état du climat de travail, que ça soit au niveau des RH, au niveau sanitaire. Il y a un médecin du travail à plein temps avec 3 infirmières. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 2000 collaborateurs, 2000 agents. Et puis des personnes de confiance interne. Donc, vous voyez qu'il y a un enchevêtrement de dispositifs, une communication sur le bien-être, sur ces thématiques justement de la prévention et gestion des risques psychosociaux. Donc là, il y a toute une organisation qui est mise en place, mais en même temps avec énormément de résistance. Énormément de résistance sur l'intervention qui tourne toujours autour de la même problématique, c'est la confidentialité et puis la peur justement que les informations remontent, ce d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un rapport annuel qui est fait et on retrouve un peu cette même problématique, je dirais, mais à un niveau moindre, lorsqu'on est saisi comme personne de confiance ou médiateur externe dans une entreprise, sachant que bien souvent, on est actionné, on est mis en mouvement, pas forcément directement par les personnes concernées ou la personne concernée. C'est les RH qui tirent un peu la sonnette d'alarme et qui sont en quelque sorte les prescripteurs. À titre anecdotique, je pense que je peux le souligner, j'interviens dans une entreprise. Donc, nous, on offre un service homme-femme, donc ils peuvent s'adresser à un homme, à une femme. Et dans cette entreprise que je cite, sans la dévoiler, mon activité consiste, en tant que personne de confiance, à gérer des problématiques d'endettement. Il s'agit d'une banque, évidemment, soucieuse des risques que ça peut représenter. Et donc, et il en existe. J'ai plusieurs cas par année qui me sont renvoyés pour gérer l'endettement. Donc, vous voyez qu'on est loin de la gestion et prévention des risques psychosociaux, quoique. Ça va ensemble, oui. Oui, je pense que ça fait partie d'un tout. Et par rapport aux ONG et aux différents organismes en lien avec les Nations Unies, alors nous, on est aussi personnes de confiance et médiateurs externes de certaines organisations onusiennes, ONG de taille plus ou moins grande. Et finalement, on est peu sollicité. Ou alors on est sollicité que lorsque vraiment la situation s'est cristallisée et qu'il y a un problème sérieux. Et donc, notre intervention, bien souvent, est tardive et
ne permet pas justement de nous permettre de remplir le rôle qu'on devrait pouvoir jouer dans la prévention. Ouais. Je suis en train de regarder les questions qui sont posées, et notamment sur le fait que les personnes hésitent à faire appel à la personne de confiance. Hein. Et c'est vrai que c'est un rôle qui n'est pas toujours très, très clair, notamment quand on est interpellé par un tiers qui nous dit « Est-ce que vous pourriez contacter telle et telle personne? Elles ont un problème entre elles. » Et voilà, enfin, il y a des prescriptions parfois qui ne sont pas toujours faciles à appliquer, en tout cas. Oui, je vois là dans les questions la personne de confiance, l'Ombuds Sky Guide. Alors, je peux en parler parce que je fais partie d'un des médiateurs francophones de Sky Guide. Il y a l'organisation, ce que je peux dire, c'est qu'il y a l'organisation de l'entreprise, les ressources dans ce contexte qui sont mis à disposition, puis ensuite l'intervention des personnes ressources, hein, ombuds, médiateurs, personnes de confiance. Et encore une fois, ce n'est pas toujours très clair qui intervient quand et à la demande de qui. Mais n'empêche que parfois, il y a de belles médiations quand même qui peuvent se faire et qui sont utiles et qui permettent de remettre quand même les personnes en lien face à une souffrance au travail, je pense qu'Isabelle ne me contredira pas, qui est vraiment présente et qu'on peut mesurer. Et bien souvent, pour faire le lien avec mon intervention, avec ma casquette d'enquêteur, mais souvent, ou même très souvent, combien de fois on se dit avec ma collègue dans des enquêtes, mais bon sang, si ces personnes s'étaient parlé plus tôt, on n'en serait pas là. Bien sûr, bien sûr. Je peux peut-être donner un éclairage là-dessus. Oui, dis-moi, Jean-Christophe. Non, vas-y, je t'en prie. Je vais peut-être vous donner un peu le tournis avec mes... à changer de slide. Mais quand même, je voulais vous parler de ce contexte-là qui est spécifique de l'entreprise parce que, il ne faut pas croire que toutes les organisations collectives humaines ont des conflits, sont traversées de conflits. Hein, que dans certaines cultures managériales, on considère que les conflits sont... On peut considérer dans certaines cultures que c'est important d'avoir des conflits et de se confronter, hein, mais il y a aussi un potentiel qui est destructeur et que chacun réagit différemment, en fait. Hein. Le problème, c'est que les gens ne s'expriment pas en fonction de la culture de l'entreprise et que les personnes qui sont confrontées à un conflit, un désaccord ou une forme de mal-être n'ont pas de lieu pour parler, en fait. Donc, la personne de confiance, ça peut être un médiateur, mais ça peut être un médecin du travail, ça peut être une infirmière, ça peut être aussi un service téléphonique, il y a des boîtes qui font ça, mais c'est important que les gens puissent parler, en fait. Et ça, on trouve ça dans toutes les entreprises. Quand on est personne de confiance, on se retrouve confronté aussi au flou de l'organisation, hein, le même que subissent les salariés. Donc, en fait, c'est assez compliqué dès qu'on est dans une organisation un petit peu consistante, hein, d'arriver à tenir sa posture en fait de personne de confiance, hein, de garder la confidentialité, de tirer les sonnettes d'alarme là où il faut, tout en étant externe. Et le fait d'être externe, ça garantit quand même une forme de neutralité en principe. Et indépendance aussi de la hiérarchie. Voilà. Donc moi, je voudrais quand même dire qu'il y a il faut pas avoir une vision angélique, hein, de la personne de confiance. On va voir que des personnes qui sont pas bien, hein, ou bien on va être sollicité par quelqu'un qui voudrait agir sur d'autres personnes qui n'ont pas envie qu'on agisse sur elles. Enfin, sur des situations qui sont compliquées, qui sont floues, où tout le monde a raison. Donc, c'est un contexte qui est tout à fait particulier. Voilà. Je voulais juste vous donner ça en illustration parce qu'il n'y a pas de réponse facile en fait aux questions qui sont posées et c'est vraiment une question de contexte, de relation et puis fondamentalement vraiment c'est une question de confiance, la confiance qu'on arrive à établir avec les salariés d'une part et la confiance qu'on arrive à établir avec les RH et les gens qui nous ont mandatés aussi pour que ça soit utile.
Tout à fait. J'aimerais rebondir sur cette notion de confiance. C'est exactement ce que dit Isabelle. On doit avoir la confiance non seulement de l'entreprise qui nous fait confiance en tant que tiers externe, mais aussi gagner la confiance des collaborateurs. Et donc, d'où l'importance de pouvoir dire qui on est et ce qu'on fait. Et pour répondre à Nathalie qui nous dit la personne de confiance n'a pas la même fonction que le médiateur, en effet, déjà le médiateur suppose qu'il est deux personnes au moins en relation. En tant que personne de confiance, eh bien, on a une personne qui vient nous voir. Ça ne veut pas dire qu'on a des outils nécessairement différents. On va travailler sur l'écoute active, établir ce lien avec la personne, entendre ce qui ne va pas pour elle, ce dont elle a besoin, et quelles sont les options qui se présentent à elle par rapport à la problématique qu'elle amène, et voir si par elle-même, elle peut ensuite trouver la voie qui serait bien pour elle, toujours en ayant à l'esprit, et ça pour les entreprises c'est important, nous ne sommes qu'une alternative à une saisine directe du manager, de la hiérarchie, des RH. Mais dans certaines situations, justement, eh bien, le collaborateur ne peut ou ne veut pas, pour des raisons qui sont propres et qui fait partie de sa problématique, de pouvoir en parler à l'extérieur. Je vois que le temps tourne et juste peut-être pour faire le lien personne de confiance, médiateur externe, est-ce qu'une personne de confiance externe peut être également médiateur ou médiatrice externe? Parce que moi j'ai parlé indifféremment des deux, ça traduit déjà ma pensée, bien que dans le dispositif, en tout cas en ce qui nous concerne, on met en place plutôt une personne de confiance externe, mais accessoirement qui peut intervenir comme médiateur. Et là, j'ouvre potentiellement un débat en disant mais les deux rôles sont distincts. Alors peut-être pour répondre, et puis je demanderai à Isabelle quelle est sa pratique par rapport à ça, mais je crois qu'elle n'est pas très éloignée de la mienne ou de la nôtre, c'est on peut avoir une problématique de conflit interpersonnel qui peut déboucher sur une médiation, sur une demande de médiation. Et donc, pour assurer l'équité du processus et de la démarche, eh bien, si c'est ce que souhaite la première personne qui vient nous voir, on va prendre contact avec l'autre personne, la recevoir aussi de manière neutre, impartiale, indépendante et voir si elle partage l'idée d'une médiation, ce qui peut, si on n'a pas de conflit d'intérêt, intervenir comme tiers. En pratique, en tout cas, à esprit d'entente, ça ne nous est pas arrivé. Mais c'est une hypothèse qu'on a posée dans le dispositif. Je vous propose de passer aux conclusions parce qu'on doit s'arrêter à temps. Dans un quart d'heure, il y aura le prochain webinaire. Je vois que le thème est riche et qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps pour développer. Donc, un mot en conclusion succinct, s'il vous plaît. Attendez. J'ai perdu mes slides, pardon. Merci pour votre attention. On avait préparé des conclusions, mais peut-être, enfin, je vais peut-être les lire puis vous laisser rebondir là-dessus, hein, parce qu'en fait, quand on est, pardon, je suis pas dans le mode, pardon. Je vais rester en mode comme celui-ci, pardon. Donc en fait, l'idée, c'est en tant que médiateur, hein, c'est qu'on a quand même constamment à trouver la bonne posture, hein, et connaître ses limites aussi, puisque le rôle en entreprise, en personne de confiance, c'est d'écouter, soutenir, orienter, conseiller. Et puis en fait, on peut pas forcément être neutre, mais on peut être multipartial, hein. L'autre point, c'est qu'effectivement, on peut pas être à la fois, en même temps, au même moment, avec les mêmes personnes, médiateur et soutien, personne de confiance qui va conseiller orienter, mais il faut savoir quelle casquette on porte à un moment donné. Et puis, moi, ce que je conseillerais, c'est de travailler en réseau, en groupe, d'être bien supervisé parce qu'on est quand même pris dans des choses qui sont assez fortes parfois, et puis de travailler essentiellement sur la crédibilité et la confidentialité pour soutenir efficacement les gens. Donc ça, c'est mon impression, en tout cas en tant que médiatrice et personne de confiance en entreprise.
Christophe, que voudrais-tu rajouter? Oui, je rebondirai sur le dernier point, crédibilité et confidentialité. C'est une activité qui ne s'improvise pas, qui demande de la pratique, qui demande un cadre clair, propre justement à gagner la confiance de tous les acteurs du processus et de veiller justement et de bien clarifier lorsque c'est nécessaire le respect de la confidentialité. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment de qualité ensemble. Je suis sûr qu'on aurait pu continuer cette discussion très intéressante aussi grâce à la participation active par tous les participants. J'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas de contacter nos intervenants. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Très intéressant.